Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougassé. Coral, il est là. Il est là, Coral. Donc, pour la critique du deuxième épisode de James Bond, de James Bond qui s'appelle Bons et de Russie. Donc, c'est réalisé par Terence Young, comme le premier, qui est sorti en 1963 aux États-Unis et 1964 en France. Donc, vas-y, dis-nous le synopsis parce que tu es le pro du synopsis. Alors, le maintenant très célèbre britannique, alias James Bond, alias 007. Putain, t'as dû me raconter le truc de ton prof espagnol là. Putain, on est avec cette caméra là. Enfin bref, donc le très célèbre agent britannique James Bond, alias 007 est envoyé en Russie. Non, à Istanbul, pardon, en Turquie. Oui. Oula, ça va pas du tout loin. Enfin bref, où une agent russe. Tatiana Romanova promet au MI6, les services secrets de Londres, au service secret de Sa Majesté. Elle promet donc le lecteur, donc un décodeur que les Londoniens à cette époque n'ont pas et rêveraient d'avoir, de même que la CIA. Bien sûr. De même que la CIA. Et donc c'est seulement le SMERSH qui a le décodeur. Et donc elle promet, Tatiana Romanova, croyant travailler pour son pays, promet le lecteur à Londre et doit donner des fausses informations. Il s'agit en fait du spectre qui agit dans l'ombre. Le colonel Kleb, chef opérationnel ancien chef opérationnel du SMERSH, est en fait numéro 3 du spectre. Donc elle a pour ordre de manipuler Tatiana Romanova. Voilà. Et le spectre veut donc dresser les Russes contre les Anglais afin d'envenimer la guerre froide et de faire une guerre, donc c'est logique. Et ils veulent dans la confusion récupérer le lecteur afin de le revendre aux Russes. Et également dans la foulée, ils veulent se débarrasser de James Bond, le célèbre agent britannique, qui pour venger Dr. No. Voilà. C'est un peu voilà. Mais bon, le synopsis un peu capillotracté. Donc après le synopsis, on peut peut-être parler du scénario. Enfin, est-ce qu'il t'a plu le scénario Est-ce que tu trouves le scénario, moi j'ai tout d'abord à dire que c'est assez classique comme scénario. Plus que le premier, bizarrement. Oui, bizarrement plus que le premier. Mais un scénario, c'est un scénario qui finalement va très bien à un film d'espionnage. Ouais. Ça va parfaitement. Oui. C'est comme Sean Connery avec les smoking, quoi. Ça colle parfaitement, si je puis dire. Le jardin avec les smoking dans la bagarre. Oui. Enfin bref, donc pour écourter ce court échange. Oui. Donc scénario pas mauvais, mais oui, donc pas mauvais, mais pas assez original. Il passe, mais sans décoller des masses. Il passe plus. Il est passable, il est potable. Voilà, c'est plus centré sur le spectre. Enfin, plus ou moins. Enfin, on va comme numéro 3 et numéro 5. Numéro 5 d'ailleurs qui est pas mal, je trouve, au niveau acteur, ouais. Ouais, l'acteur n'est pas. Numéro 3 non plus, c'est pour. Même si elle a pas beaucoup de voix. Mais elle a plutôt au pied. Et on voit le chat de Blofeld dans numéro 0. On voit le chat de Blofeld. Bon, moi je pense qu'ils l'ont changé après parce qu'il n'est pas pareil, il faudrait que je renvoie d'autres. Mais donc on va passer à Bad Tête. Donc, maintenant qu'on parle des personnages, je propose donc de parler du casting. Bah oui. On va tout d'abord commencer peut-être avec Sean Connery. Voilà, il reprend du service avec. Il reprend du service, sort Sean Connery. Sean Connery en réinterprétant James Bond. Voilà. Et ma foi, il est resté le même. Bah oui. Et je le raconte. Toujours aussi élégant, il n'y a rien à rajouter en fait. Non, ses cheveux, j'aime bien sa coiffure. Et les cheveux plus courts. Oui, mais. Et allez, vous pouvez. Non, on va voir. Mais il a les cheveux plus courts. Oui, j'ai montré. Il a les cheveux plus courts, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il a gardé la même place. On peut parler de la James Bond Girl, qui est une italienne. Daniela Bianchi. A déjà un
plus grand, comment dire, un plus grand... une importance plus capitale. Voilà, plus capitale. Même si ça leur révèle d'être beau, enfin moi j'aime pas, c'est pas une de mes choses mondiales préférées. Même si je trouve, elle est grande. Elle a des atouts physiques elle est grande, ouais. Qui en font vraiment une James Bond girl ravissante, donc elle est blonde, elle est grande. Mais le premier aussi, non? La première aussi. Oui, elle est encore plus connue, la première, non? La première, je crois qu'elle est plus connue. Ouais. Mais en gros, Daniela Bianchi est une belle femme, donc tout ce qu'il fallait pour une James Bond girl. Et il se trouve que, moi ce que je reprochais dans le film Dr. No, c'était que la James Bond girl était trop effacée, n'avait pas un rôle assez capital à jouer. Et là, justement, Daniela Bianchi est beaucoup plus importante. D'ailleurs, c'est une agent 8, t'as déjà dit dans ce film. Ouais, une espionne russe, ouais. Donc déjà, ça a plus d'envergure, déjà. Oui, je comprends. Aussi, on peut voir, on va dire, la première apparition du véritable Q. Hein, oui, Desmond Llewellyn. Avec le premier gadget, mais c'est O'Donnell qui est le premier gadget. Oui, mais même le premier gadget côté MI6. Quoi. Ouais. Et à noter que Q n'est pas encore crédité comme Q, mais toujours comme Bruce Roy. Ah ouais. Comme dans le premier. Et qui c'est même pas le même acteur. Ouais, là c'est vague. Une très courte apparition, donc c'était peu facile de juger vraiment comment il jouait, puisqu'il est assez descriptif, il parle que du gadget, on ne connaît pas encore le Q ah merde. Enfin bref, on ne connaît pas encore le Q. Le Q culte, voilà, qui est exaspéré des facétiques 007, qui lit jamais les modes d'emploi. Voilà. Donc, qui prend jamais soin des outils. Difficile à juger, très descriptif. Finalement, je dirais pas qu'on pourrait s'en passer parce que c'est toujours bien de l'avoir eu pour nous donner un indice. On s'est arrêté sur Cube. Mais moi je trouve que cette scène-là d'introduction n'est pas non plus mieux que la première, mais bon, c'est pas encore. Et peu alléchante. Peu alléchante. On continue avec les autres acteurs. Oui, comme quoi Lot Lenya qui joue le colonel Kleb, le numéro 3 donc. Oui, moi déjà je trouve que Lot Lenya déjà sa voix n'allait pas du tout avec le personnage qu'elle interprétait, je trouve. Ouais. Mais bon, après au niveau de son jeu d'actrice, elle était pas non plus si mal que ça. Perso, moi j'aime bien sa tête, et c'est surtout quand elle s'habille en servante. Je trouve ça marrant. Ça démontre la ruse du spectre. Ouais, ça me fait penser à 13 avec la langouste. On va terminer vite sur les acteurs avec Vlad Exibal qui fait le numéro 5 Konstantin. Ah oui, je l'aime bien, ouais. Donc un personnage assez charismatique, comme tous les personnages du spectre. Il est intelligent, il est champion d'échecs, c'est lui qui dresse la grande ruse pour tuer James Bond, s'accaparer du microfilm. Voilà, enfin. Mais ça, on peut parler de Donald, on l'a même pas parlé. Donald, on va en parler aussi tout de suite. C'est joué par Robert Shaw. Pour moi, déjà, ce qu'on peut dire, c'est complètement c'est complètement l'opposé de Dr. No. Tout dans le physique, rien dans la tête. C'est intéressant de le dire. Non, mais ça, c'est. Là, on revient dans un méchant beaucoup plus banal, beaucoup plus. Enfin, il a aucune personnalité, ce méchant, je trouve. C'est surtout, en fait, c'est l'agent, la marionnette. C'est la marionnette, c'est. La machine à tuer. C'est ça, c'est le tueur à gage. Et donc, il n'y a pas trop de background, si je puis ainsi dire, autour du personnage. On connaît un peu son histoire. L'acteur, bon, il fait son job, quoi. Ouais. En même temps, avec un rôle comme ça, il pouvait pas non plus faire des Moi, je trouve le personnage déjà est banal. C'est le stéréotype du méchant qui est type germanique, blond aux yeux bleus, grand, musclé. Il est pas très grand, je trouve.
Non, mais il est quand même baraque, donc c'est vraiment un archétype. Pour montrer sa puissance, sa résistance, un coup de poing américain, ses abdos ne bougent même pas. Non, c'était la vieille cour, donc... Toutefois, cela livre à une très belle scène d'action, ce personnage-là, avec dans le train, oui. Ouais, lieu assez utilisé dans le milieu des films, d'ailleurs, le train. Non, tu n'es pas de mon avis? Oui. Par exemple, on peut parler des lieux, non? Parfaitement, des décors. Ouais, il y a des décors qui m'ont plu, comme les sous-sols comment dire, les sous-sols qui mènent au consulat russe, bâti par l'empereur Constantin. Ouais. Et c'est vraiment le jour et la nuit, c'est vraiment l'antithèse avec les décors de Dr. Arnaud, puisque là c'est assez c'est vieux, un milieu classique, voilà. C'est vieux, c'est le style oriental de l'architectural. On a des lieux cultes comme la basilique Sainte-Sophie. Donc voilà, au niveau des décors, c'est varié, intéressant. Il y a aussi le décor que j'ai bien aimé, c'est l'art de la bataille avec les gitans. Ouais, le camp gitan, ouais. Moi j'aime bien, ça fait un peu western, je trouve. Enfin, je trouve, partout. Je sais pas trop. Bah, moi j'aime bien. Enfin, ouais, je trouve. Ouais. Enfin, c'est un peu original. Là, du coup, c'est un peu original. Plus. Ouais. Et donc, là, on voit du pays déjà. Ouais, dans plusieurs pays, l'Irlande, là-dessus. Istanbul. Ouais, oui, la Turquie, oui. On va en Turquie. En Russie, non? Ah bah non. Non, dans des pays yougoslaves. Parce qu'en fait. Oui, effectivement. Et je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Moi, je te propose justement de t'arrêter justement sur ce camp gitan, puisque c'est là où il y a une grande scène d'action. Oui. Et beaucoup de scènes d'action dans ce James Bond. Ça commence à se démocratiser, et puis. Surtout cette grande bataille au camp gitan, où il y a beaucoup de coups de feu, de corps à corps. C'est un peu la Daras. C'est ça, c'est exactement ça. Ça vient de partout. Tout le monde tape sur tout le monde. Voilà, c'est super brouillon. Enfin, là, c'est. Oui, c'est très organisé, enfin tout le monde se jette sur tout le monde. C'est du pur, quoi. C'est de la baston, comme on voilà, c'est ce que je voulais dire, la baston. Pas faire de comparaison, mais. Et je pense que c'est quelque chose qui à l'époque, ça gardait vraiment, ça coupait le souffle, quoi. Ouais, oui. Même de nos jours, je pense que ça reste assez spectaculaire tout de même. Oui, si on se remet dans le contexte de l'époque, oui. Maintenant. Mais... moi, je pense que ça reste un peu spectaculaire quand même. Oui. Dans le contexte de l'époque. Même si je trouve, Sean Connery, je trouve qu'il se bat pas très bien. Enfin, c'était à l'époque, mais je trouvais dans le train, bon, ça fait un peu chorégraphie à deux balles. Alors, je trouve, pire que sur le temps. Pardon, c'est pas dire. Mais... Donc, l'action, tu dirais en petit moins trop chorégraphiée? Non, dans le train, trop chorégraphié. Mais oui, de toute façon, l'action, c'est le point, comment dire, le point qu'il n'y avait pas dans le premier qui manquait. Enfin, même s'il manquait pas réellement, mais l'action, on le retrouvera dans tous les autres prochains épisodes. Oui. Donc, un dernier point à aborder qui est essentiel dans un James Bond, c'est bien sûr le générique du début. Le truc, vous savez, qu'on passe souvent avant le passé, enfin moi le passé toi aussi, la petite flèche. Moi honnêtement, je l'ai passé. Ouais, franchement, dès les premières notes, t'as le gun barrel. Et pourtant, c'est hyper essentiel finalement, parce que tu regardes, là, la musique, c'est assez proche de la première musique dans le premier opus. Mais au final, c'est une fanfare, c'est... Vas-y, tu peux faire la première, c'est de... Ok, on fait un truc, on répartit les tâches. T'en fais une, j'en fais une. Non, mais toi, tu fais trop bien. Mais non. Franchement, moi, j'ai aucun don en musique. Alors, je préviens, ne soyons pas trop durs parce que j'ai aucun don en musique. Voilà. Bref, alors, on fait le premier opus de Star Wars.
Et donc dans mon musée aussi qui est ce thème-là mais fanfarisé on va dire, avec du gros tambour, et d'ailleurs tu peux faire le geste comme devant la télé tout à l'heure. Oh, c'est bien plaisir. Donc voilà, donc fanfariser, les images qui en défilent sont plus dans l'esprit, dans les prochains, avec des bras partout. Hein. Le premier, ce bruit, c'était des écriteaux. C'est souvent des femmes et tout. On voit les guides qui bougent, là, comme ça, doudou. Voilà, doudou. Donc, voilà, donc pour conclure, pour finir, on va chacun notre tour donner notre avis personnel. À commencer par moi, parce que je suis le plus jeune. Give me your piece of opinion. Ok, donc pour moi, c'est un James Bond qui introduit deux trucs essentiels. Bon, les gadgets, mais qui est pas très très bien introduit. Et l'action. L'action qui est plus qu'essentielle dans les prochains James Bond. Bon, même s'il y en avait dans le premier, Dr. No, il n'y en avait pas beaucoup, on va dire. Et c'était plus centré sur le scénario, alors que là, c'est le contraire, je trouve, à mon goût. Il y a beaucoup d'action en dépit du scénario. Ouais, mais c'est pas dommageable. Ah non, est-ce que j'ai dit ça? Ah, parce que... Ne sors pas, et je sais que j'ai pas la langue dans la bouche, mais quand même. Je te dis ça parce que tu vois, je suis à peu près d'accord sur tout ce que tu dis, hein, que cet opus tient la route, que Sean Connery, il garde quand même, il construit quand même, il continue à construire une bonne réputation pour son personnage. Hein. Mais le point le plus négatif, on va dire, c'est le méchant, enfin l'homme de main, comme tu dis, qui est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, le méchant est très banal. Mais je pense que ça, c'est surtout relatif à sa fonction. Enfin, oui, c'est ça. Le fait, on voit beaucoup. C'est vraiment le tueur à gage, donc c'est celui qui est vraiment, c'est le pantin, quoi. C'est la marionnette. Donc du coup, il fait. C'est juste mettre. Il ferme sa gueule et puis il joue son rôle, quoi. Ici, il parle un peu. Oui, il parle. Donc voilà, c'est un méchant banal, comme les autres. Et donc voilà, cet épisode nous fait, comment dire, pas patienter, mais pour le prochain épisode, nous donne l'eau à la bouche, voilà. Oui. Je pense que... Presque tous les ingrédients sont là, dans celui-là, déjà. Oui, voilà, je pense que déjà, la route du succès est quand même bien perçu par Terence Young, puisque il fait coup sur coup en deux assez bons films. Deux assez bons films. Ouais, c'est des assez bons films. Bon, on a dit le scénario est classique, certes, mais il n'en est pas trop dommageable pour autant. Ouais, ça, comme j'ai déjà dit, hein, ça colle hyper bien, j'exagère peut-être un peu, mais ça colle et c'est cohérent avec le domaine de l'espionnage. Voilà, et avec des décors que j'ai bien aimés. Voilà. Donc, on va se laisser là. On va vous dire au revoir. Parfaitement. Et on va vous dire à la prochaine pour la critique du 3e épisode. Et attention, c'est un très bon épisode. On fait une pisse, fais-le, et on dit au revoir. On va chez Gun Barrel. Fuse. Oh, ça se transforme en pisse.